L'actualité politique décortiquée par les spécialistes. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débriefe. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais. Nous devons travailler, redevenir ces grands Congos. Et en contrepartie, comment est-ce qu'on discute avec nos partenaires? On débriefe, un rendez-vous des professionnels de l'information. On débriefe avec Christian Moses Masunga. Bonne arrivée à ces nouveaux numéros de votre émission Débrief de ce lundi 26 juin 2023. Une émission réalisée et mise en onde par Yannick Mahamba sous la coordination bien entendu de Simon Kabamba. On débrief, un nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité comme à l'accoutumée, vous le savez. Aujourd'hui, nous allons parler de deux thématiques. Premièrement, nous allons parler de la sommation et rappel à l'ordre de Félix Tshisekedi Mbujimayi à l'endroit de l'Église catholique pour ses prises de positions politiques en défaveur du pouvoir. Est-ce une intimidation faite aux évêques catholiques? Et en deuxième lieu, nous parlerons également de la convocation du corps électoral par la CENI et annonce par Denis Kadima d'une rencontre imminente avec le membre de l'opposition en vue de l'inclusivité du processus électoral en cours. Est-ce que Fayoulou et compagnie saisiront la main leur tendue par la CENI? Et dans cette deuxième thématique, nous allons aussi épingler le meeting de l'opposition qui a vécu hier à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Njidisi à Kinshasa. L'absence de Katumbi, Sesanga et Matata, et qui du reste étaient représentés par leurs collaborateurs. Est-ce une douche froide pour Fayoulou qui a harangué la foule seule? J'en parle dans cette émission avec mes invités et sur ces plateaux. Je suis avec Alex Dende, autrement connu sous le pseudonyme de Luxus Légal, cadre de l'ECD de Martin Fayoulou. Bonjour et bienvenue en débrief, Alex. Bonjour cher Moses. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau pour la toute première fois, s'il faut le dire. Le plaisir est partagé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Le plaisir est partagé, en tout cas nous sommes là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Autre invité à vous présenter dans cette émission, eux ils sont plutôt des habitués de En Débrief. Christian Témé, il est communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Bonjour et bienvenue en Débrief. Bonjour Moses, bonjour Lexus. Bonjour cher Christian. C'est un grand plaisir de partager ce plateau avec vous. Je crois que nous allons offrir un débat de qualité à nos compatriotes. Un débat républicain. Vraiment. Moi, je dirais plutôt un débat de qualité. Et bonjour aussi à mon frère qui est à côté. Et bonjour à tous nos compatriotes. Merci beaucoup Christian Témé. Votre co-débatteur qui est juste à côté, il s'appelle lui Laurent Tounina. C'est un analyste politique. Un habitué aussi de En Débrief. Bonjour Christian Moses, bonjour. Merci infiniment pour l'invitation. Je tiens à saluer plusieurs auditeurs de la radio RTGA. Et merci, je tiens également à saluer mes co-débatteurs, M. Lexis et puis Christian Témé. Je pense que les débats ici sera vraiment un débat républicain. On va vraiment réfléchir la République démocratique du Congo une fois de plus. Merci et puis bonne audition à nos auditeurs. Merci. Merci Laurent Tounina. Et vous, chers auditeurs, vous avez suivi nos deux thématiques du jour. Si vous voulez bien participer à cette émission, veuillez nous écrire sur WhatsApp et par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est notre numéro de contact. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.
Alors, à Mbujimaï, lors d'une messe d'action des grâces à l'occasion de la célébration de 25 ans de piscopat de Monseigneur Emmanuel Kassanda, évêque de cette ville, le président de la République a sans mâcher les mots donné son point de vue sur la position de l'Église catholique qu'il qualifie de tendancieuse et qui serait, selon Félix Tshisekedi, un danger pour le pays en cette année électorale. Le chef de l'État avait tenu ce propos devant les évêques de la Cinco et les fidèles catholiques. Je vous propose d'écouter cette allocution de Félix Tshisekedi au stade Kachala de Mbujimaï. Oui, Monseigneur Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation, je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Monseigneur Outembi, que vous, Monseigneur Kassanda, vous comprenez cela de la plus belle manière. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle dérive. Je continuerai, parce que j'y crois, à entretenir les meilleures relations avec l'Église en général et l'Église catholique en particulier. Je ne lésinerai sur aucun moyen pour aider cette institution qui nous est si chère et qui est si chère à mon cœur, pour qu'elle se solidifie et qu'elle reprenne son combat que nous avons toujours admiré, le combat qui a fait de nous aujourd'hui des hommes et des femmes éduqués, remplis de valeurs. Oui, c'est grâce à cette Église que je veux revoir, prendre le devant pour nous aider à relever ce Congo qui est malheureusement terrassé à cause des antivaleurs telles que la corruption, telles que le tribalisme, telles que le séparatisme, telles que l'impunité, et j'en passe. Je sais que je peux compter sur vous et sur Dieu pour que cela demeure et soit toujours permanent, c'est-à-dire une relation excellente entre l'Église catholique et l'État. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore ma détermination à garder ce pays
uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. Je ne serai jamais, au grand jamais, le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. C'est le président de la République qui vient de le dire. Vous venez de les suivre. Alors, Christian Témé, vous êtes communicateur de l'Union Sacrée. Est-ce que ces propos de Félix Tshisekedi étaient un blâme, une simple mise au point ou un rappel à l'ordre à l'endroit de l'Église catholique? Je pense que le ton utilisé par le président de la République donne beaucoup de devoirs aux gens. Certains penseraient que l'Église et l'État seraient déjà en conflit. Soit il y a une sorte de guéguerre entre la Senco et le pouvoir. Mais il faut plus aller dans ce qu'il a dit, le contenu de propos du chef de l'État. Je n'ai pas trouvé quelque chose de mal là-dedans, parce qu'il faut reconnaître que l'Église catholique, c'est un partenaire très très important de l'État congolais à ce qui concerne l'éducation, à ce qui concerne la santé, la formation professionnelle également. Donc l'Église a intérêt de collaborer avec l'État, et l'État également a intérêt de collaborer avec l'Église. Vous avez parlé du temps avec lequel le président a parlé. C'était un temps interpellatif ou offensif? Non, c'était plus interpellatif parce que, étant qu'arbitre, étant que garant de bon fonctionnement des institutions, et étant que père de la nation, il a constaté que l'Église, au lieu d'être au milieu du village, l'Église prenait part, penchait plus du côté de l'opposition. C'est comme si l'opposition était sainte. L'opposition ne déroute pas, et que le pouvoir était présenté comme médiable. Donc tous les mal, c'est le pouvoir, ainsi de suite. Le chef de l'État a demandé pour que l'Église puisse considérer et les gens du pouvoir et l'opposition tous comme fils de l'Église. Parce qu'on doit se le dire, au sein de l'Église, il n'y a pas que les chrétiens qui sont membres de partis de l'opposition. Et ceux qui sont membres de partis de la majorité font partie de l'Église. Alors l'Église ne doit pas prendre parti pour opposition, de peur que ceux qui sont du côté du pouvoir soient lésés au sein de l'Église. Ça sera catastrophique. Alors le chef a interpellé. Le chef n'a pas, comment dirais-je, le chef n'a pas donné naissance à un conflit, je ne pense pas. Mais c'est que je constate que l'Église, la position de l'Église affaiblit l'opposition. Pourquoi? Parce que l'opposition va se cacher derrière, très souvent l'opposition se cache derrière les actions et derrière le propos de l'Église. Au lieu de jouer leur partition, mais apparemment l'opposition cherche à accompagner l'Église. Et pourtant dans la mission de l'Église, l'Église ne fait pas la politique. L'Église s'intéresse de la politique dans le cadre de la doctrine sociale de l'Église. Le chrétien que nous enseignons, les chrétiens que nous donnons la communion, comment se présente leur vie sociale,
comment ils vivent dans la société. Et à ces moments-là, l'Église fait aussi la promotion de la démocratie. L'Église fait aussi la promotion de la justice. L'Église dénonce lorsque il y a la dictature, lorsque il n'y a pas le droit de la parole, il n'y a pas liberté, il y a entrave à la démocratie, l'Église peut dénoncer. Et l'Église également peut dénoncer lorsqu'il y a des injustices. Mais il y a toutes ces choses sont dénoncées régulièrement par l'Église. Ouais, pourquoi ça doit autant faire mal si l'Église reste droit dans ses bottes sur ce point, je pense qu'il n'y aura pas de passe d'armes entre l'Église et le pouvoir. Mais de l'autre côté du pouvoir, le pouvoir reproche à l'Église que l'Église s'affiche déjà derrière un candidat. C'est comme si l'Église est en train de battre campagne pour un candidat. C'est qui le candidat? Bon, je ne sais pas. C'est à eux de répondre. Vous savez que nous sommes un peu mal à l'aise quand il faut parler du pouvoir et parler de l'Église. Nous sommes fils de l'Église. Nous sommes de l'union sacrée. Nous sommes un peu mal à l'aise, mais comme républicains, nous pouvons toujours donner un point de vue. Félix Tshisekedi, lui aussi, alors opposant, il a bénéficié du combat de l'Église catholique, qui à l'époque, je crois sous Joseph Kabila, le cardinal Mosengo avait même, il a parlé de médiocres, il a demandé aux médiocres de dégager, et cela a été applaudi au sein de l'opposition, à laquelle faisait d'ailleurs partie à cette époque Félix Tshisekedi. C'est l'erreur de l'opposition. Même sous Kabila, même l'opposition actuelle, c'est une erreur. Parce que au finish, l'Église ne sera pas candidat. Il n'y aura pas un évêque candidat président. Même le cardinal ne sera pas candidat. L'Église continuera à faire pression sur la doctrine sociale de l'Église. Quand il y a injustice, l'Église ne va pas se taire. Quand il y a un entrave à la démocratie, l'Église ne va pas se taire. C'est à l'opposition qui est partie prenante aux élections, qui est en train de chercher comment accéder au pouvoir, de jouer leur partition. Mais demander à l'Église de prendre, de s'afficher comme politique, là non. L'Église ne fera jamais la politique. L'Église, comme je l'ai dit et je le répète, l'Église s'intéresse de la politique, l'Église s'intéresse du pouvoir des dirigeants dans le cadre de la doctrine sociale de l'Église qui est justice, qui est égalité, qui est démocratie, qui est respect des droits de l'homme sur toute étendue de la République. Voilà un peu la mission de l'Église quant à la doctrine sociale de l'Église. Merci Christian Témé. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Lexus Légal, vous en tant que cadre de l'ECID de Martin Fayulu, quelle lecture faites-vous justement de ces discours du président de la République qui semble rappeler à l'ordre l'Église catholique dont les accointances avec l'opposition ne sont plus à démontrer? Pour Félix Tshisekedi, cette tendance de l'Église catholique est une dérive dangereuse pour la nation à cette année électorale. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup, cher Moses. Je commencerai d'abord par quelque chose qui me tient à cœur. C'est interpeller ou tout simplement dire à l'opinion qui est en train de nous suivre qu'en tant que, vous savez, je suis aussi artiste à la base. On a un des nôtres qui, depuis le 17 décembre 2021, a été jugé et écroué. Il a écopé de 10 ans de prison par le tribunal militaire de Goma pour avoir chanté une chanson. Vous parlez de Idengo Delcat. Ouais. Pour avoir chanté une chanson. Le monsieur est en train de croupir en prison pour 10 ans. Il avait offensé les chefs de l'État. Merci beaucoup. Ça, c'est très intéressant. Offense au chef de l'État. Je crois que c'est devenu l'arme ultime. Aujourd'hui, je ne sais pas. Et un jour, il va falloir qu'on nous mette un tout petit peu en relief les infractions constitutives de l'offense au chef de l'État. C'est très important, ça. Il n'avait pas fait que ça, d'après ce que ce tribunal lui a reproché et finalement écroué. Il a aussi parlé de l'état de siège, c'est-à-dire en gros l'incapacité de M. Tshilombo de pouvoir ramener la paix dans la partie Est. C'est aussi à cause de ça qu'il a écopé ces 10 ans de prison. Et pour nous, c'est un prisonnier d'opinion.
M. Idenko est un prisonnier d'opinion et nous demandons à ce que l'on puisse le relaxer ou les relâcher parce que ce n'est pas du tout tenable de savoir que des gens qui pillent, qui détournent des millions sont tranquillement installés, pour certains même réinstallés dans l'appareil de l'État et que la personne qui n'a usé que de son métier, c'est-à-dire aussi de sa voix pour pouvoir dénoncer ce qui ne va pas, soit condamnée aussi lourdement. Donc voilà, libéré. Mais il avait justement abusé de son travail, de son métier, comme vous l'avez dit. Il a délinqué, il a cité nommément les chefs de l'État et c'était là un outrage. Dans ces cas, il va falloir arrêter tout le Congo. Combien de personnes il en a la responsabilité? C'est l'article 69. Si vous dites que voilà, l'intégrité territoire de notre pays est entamée, si vous sortez les nombres là, je crois le 13 juin passé, nous avons commémoré le 365e jour de la prise de Bunagana. Cette responsabilité incombe à qui? Donc si on dit que c'est à M. Chilombo, dans ces cas, on l'outrage. Il faut faire attention avec ce qu'on dit. C'est très important, c'est-à-dire que d'autres peuvent les dire, et si un artiste le dit dans une chanson, automatiquement, ça devient outrage. Voilà pourquoi j'ai dit, il va falloir qu'avec le temps, qu'on puisse nous sortir un tout petit peu, mettre en relief, je veux dire, les infractions constitutives de cette histoire, parce que sinon, ça ne va pas. C'est une arme qui pèse. On peut terminer une émission, on va dire, ah, vous avez dit ceci, mais on a toute une commission du Sénat, on va dire parlementaire, qui s'est penché sur cette question, par exemple, de l'état de siège, et qui a démontré beaucoup de choses, beaucoup des incohérences. Dans le rapport, on sait que ça a été mal planifié et autres. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on a cet état de siège, mais ça n'empêche pas qu'il y ait autant de groupes armés, que nos territoires soient, one by one, passent de l'autre côté. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se pose de bonnes questions. Nous sommes des citoyens, il n'y a pas des dieux quelque part, et les autres en bas en train de trinquer, quoi. Donc voilà, en ce qui nous concerne, Idenko Delcat est un prisonnier d'opinion. On en vient aux remarques du chef de l'État faites aux évêques de l'Église catholique. C'était intéressant en écoutant M. Christian, il dit très souvent l'opposition se cache derrière l'Église. Bon, en ce qui concerne d'abord le ton et la forme, ça nous sommes un tout petit peu habitués depuis un moment. Il est tout de même curieux de voir que ils ouvrent ses fronts. Enfin, il y avait un faisceau d'éléments qui montrait qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe avec la sphère UDPS, aujourd'hui Union Sacrée, et l'Église catholique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez, tout au début, vous vous rappelez qu'ils sont allés vandaliser Lindongue. Vous vous rappelez des images et des vidéos de jeunes de l'UDPS qui sont allés vandaliser. C'était deux personnes inconnues, on n'a pas... Non, écoute, ils sont venus... L'UDPS n'était pas identifié. Merci, ça sera toujours le non identifié, mais en fait, leur message était très très simple. En fait, ils roulaient et ils disaient, ils ont insulté, ils ont écrit, ils ont... dans ces cas, il n'y a pas forcément d'outrage, mais on les a vus et les gens connaissent ces gens-là qui sont... Mais c'est toujours très intéressant de pouvoir dire, ah, c'est pas eux, c'est pas eux. L'UDPS a venir. Mais très bien, enfin, dans ses habitudes, vous savez, aujourd'hui, les mensonges et autres, c'est devenu une culture totalement intégrée dans ces partis-là, et ça devient insoutenable de savoir que notre papa, nous tous, papa Étienne Tshisekedi, a tenu cette formation pendant si longtemps, et aujourd'hui, on voit ce qui se passe là-dedans, c'est tout de même un tout petit peu regrettable. Bref, j'en viens. Le temps, même le temps. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où on dit l'Église doit. Je ne sais pas, le verbe devoir dans ces cas, il est conjugué en quel temps? Une imposition. Doit prêcher. Aujourd'hui, on rappelle, quand on sait tout le combat mené par cette Église, n'oubliez pas, 92, je crois 92, c'est l'Église catholique à la tête qui fait cette grande marche en février. Vous vous rappelez très bien où il y a eu à peu près, bon, d'après le VSV à l'époque, plus d'une trentaine de morts pour la réouverture de la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir est que chaque régime qui vient, peu importe la manière, se retrouve en face de l'Église et dit que cette Église prend position pour les uns et les autres. Non. Au-delà du temps, nous pouvons tout simplement nous poser des bonnes questions. Monsieur Chilombo dit que rien ne pourra ébranler sa volonté, de pouvoir traquer ou même me dire, je peux trouver éventuellement ses propos exactement tels qu'il a dit. Si vous l'avez, on a suivi un tout petit peu, c'était intéressant. Il y a un monsieur à la fin de ses propos qui disait Amen. Le roi Soleil a parlé et il disait Amen. Il dit qu'il va être, je suis en train de lire, il va être intransigeant sur cette question. Est-ce que dans ces cas, dans cette République,
on a encore une république. L'état des droits, de toutes les façons, on peut oublier parce qu'on est dans un état policier, maintenant c'est acté. Mais dans une république, pour nous, ce sont les lois. C'est la Constitution et autres qui jugent. Bon, en quel titre, peut-être les gens vont dire magistrat suprême ou je ne sais quoi, peut-il se permettre de dire de cette manière-là, enfin, je veux dire au peuple, alors que les gens s'attendaient qu'il ait cette même ferme intransigeance. Je ne parle même pas encore de... Parce que de l'Église catholique, on peut sortir un tout petit peu de la sphère. Les gens s'y disaient qu'avec le M23 et les autres qui ont pris une grande partie du pays, ça sera à peu près cela, ça serait ces discours-là qu'ils devaient avoir. Et là, tout d'un coup, ça devient pour des citoyens lambda, c'est-à-dire qu'en d'autres mots, la loi et la Constitution, je m'en fous, c'est moi, vous faites ce que je veux, et si vous ne le faites pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les gens s'expriment, alors que la liberté d'expression est bien garantie dans notre Constitution, mais si les gens s'expriment, lui, il va pouvoir évaluer, et donc dans ces cas, il va pouvoir dire, ah, dans ces cas, là, on est en train de menacer la cohésion sociale et autres, donc je dois intervenir. Non, mais le président, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, le garant de la nation. Il a dit qu'il s'attaquera à tous celui qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité du pays. N'a-t-il pas raison de le dire, Lexus? Mais voilà pourquoi nous posons réellement la question de savoir, enfin, si c'est à géométrie variable, on est en train de dire que les gens qui menacent aujourd'hui, c'est quoi le mot que vous avez employé, qu'il a employé exactement, s'il vous plaît? Je reprends les mots du chef. J'écris comme ça une fois pour toutes, ouais. Voilà. Yeah. Il a dit, je m'attaquerai sans hésitation et sans remords à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Ok, la sécurité et la stabilité de notre pays. La sécu et la stabilité de notre pays. D'accord. Alors, le M23 et les autres, même ceux qui viennent de massacrer, vous vous rappelez le camp, les camps des déplacés en Ituri, sont ceux qui mettent en réalité la sécurité des Congolais en danger et la stabilité même du Congo en danger, parce qu'aujourd'hui il y a des pans de notre pays qui sont dont l'autorité de l'État n'existe pas. À ces gens-là, on n'attend pas ces gens des discours. À ces gens-là, on fait énormément des conciliabules, on cherche à parler. Là, ça va être le 30 juin. Voilà bientôt 5 ans que M. Tshilombo est au pouvoir. On n'a pas vu une seule défilé militaire. Je crois que là, les gens sont d'accord avec moi. On va être le 30 juin. À ces gens-là, on a plutôt des programmes. On parle de démobilisation. On parle de ceci. Ouais, on parle de tout ça. Malheureusement, on n'a pas tout ça. Je crois que les droits et libertés, ça doit être des Congolais. C'est pas un cadeau que M. Tshilombo fait aux Congolais. Et c'est intéressant, même si on revenait chez les catholiques, de voir que Mobutu avait son Maloula, Kabila a eu son Mosengo, et aujourd'hui, M. Félix a son Ambongo. Et ce qui est intéressant, est qu'il tente, il tente même d'une certaine manière de diviser l'Église. Parce qu'à un moment donné, il dit au Monseigneur Emmanuel Kassanda de continuer à prêcher, de la meilleure manière. Je ne suis pas en train de le paraphraser, mais il dit que parmi, certains. Le certain, là, en fait, c'est une tentative carrément de diviser l'Église. Mais n'oublions pas que le 60e, l'Assemblée plénière de la Synco qui vient se tenir, je crois qu'il y a à peu près 48 personnes qui devaient être signataires, il y en a 45, mais même le Monseigneur, l'archevêque Kassanda Emmanuel a signé. Donc les propos qui sont à l'intérieur tenus par la Synco, aujourd'hui qu'elles l'ont dit, qui est en train de prendre fait et cause pour l'opposition, engage aussi ces monseigneurs-là, Monseigneur Kassanda. Je terminerai par dire à ces sujets, je me rappelle encore, je ne rentre pas dans l'histoire de Kabound qui répond 50-50, l'Église catholique. Je ne rappelle même pas quand M. Félix, on lui pose la question, mais vous dites que vous avez gagné les élections, d'où vous tenez cela? Il dit, mais bien sûr de l'Église catholique, parce qu'à cette époque, il n'appelait pas Kabila président. Mais la vidéo qui a ressurgi dernièrement de notre cher et grand professeur Mbata, quand il parle de l'Église, il sort même des versets pour démontrer en fait que Kimbangu était un opposant, que Jésus en tant que subversif était avec le peuple. La place de l'Église lui-même l'a dit, ce n'est pas d'être au milieu d'un village, non, c'est d'être avec le peuple et surtout de parler, parce qu'il a parlé un tout petit peu de la souffrance du peuple. C'est ça la place de l'Église. Aujourd'hui, voir M. Tshilombo rappeler l'Église, la place de l'Église et ce que l'Église doit pouvoir faire, c'est tout de même triste, mais ce sont les signes de la fin.
Et je termine par dire que nos libertés ne seront jamais mises en mal par M. Tshilombo, exactement avec ces mots, c'est-à-dire sans remords. Nous allons nous battre jusqu'au bout et sans hésitation. Nous tenons à notre liberté et nous allons nous battre pour cela. Merci Lexus Légal. Vous êtes cadre de SID de Martin Fayoulou. Alors, je viens à vous, Laurent Tounina, analyste. Alors, Félix Tshisekedi s'est senti déçu du fait de la posture de l'Église catholique sur le plan politique. On a vu tout récemment l'Église qui semble accompagner l'opposition, qui ne cesse de remettre en cause les processus électoraux. Il y a le FCCD Kabila qui n'y est plus partie prenante. Il y a Martin Fayoulou qui s'est écarté de ce processus, et l'Église catholique a dit ne pas accompagner ce fichier électoral. Tshisekedi n'a pas raison de décrier ces penchants de l'Église catholique, des évêques. Merci beaucoup pour l'octroi verbal, M. Christian Moses. Ce qu'il faut comprendre est que depuis la nuit des temps, l'Église catholique a toujours été là, non seulement pour accompagner l'opposition, mais l'Église catholique, son rôle, c'est de veiller à ce que les dirigeants ou encore ceux qui dirigent la République de mener leurs actions dans le sens de rendre la population congolaise heureuse dans une approche politique que moi j'appelle la biopolitique, parce que lorsqu'on parle de la politique, le rôle des acteurs politiques, c'est de donner la vie à la population congolaise, c'est-à-dire trouver ou encore créer des conditions possibles pour que la population congolaise puisse vivre dans des conditions appropriées, puisse avoir des soins appropriés, c'est-à-dire il faut ériger des hôpitaux modernes, il faut ériger des écoles, et puis il faut assainir les climats politiques sur le plan sécuritaire, non seulement ici dans la capitale, mais dans toute l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, et cela nous plonge vers un État régalien. Alors maintenant, par rapport au discours du président de la République, ce qu'il faut comprendre, nous sommes dans un contexte où nous sommes en plein processus électoral. Et lorsque nous sommes dans le contexte du processus électoral, il y a ce qu'on appelle les temps politiques. Et lorsque nous sommes dans les temps politiques, les discours des acteurs politiques changent. Et c'est pour cette raison, vous avez vu le président de la République tenir cette déclaration devant la foule qui était là. Je crois que le cadre était bien choisi. Alors, le cadre, pour moi... Il a saisi cette opportunité. Il a saisi l'opportunité, mais en tant que les garants de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, le président de la République ne devrait pas utiliser cette approche-là. Il devrait peut-être de manière à utiliser ce qu'on appelle la diplomatie secrète, c'est-à-dire rencontrer les ténors, n'est-ce pas, de cette structure de l'Église catholique pour essayer de discuter avec eux en vue de trouver une solution harmonisée que de faire une déclaration publique, parce que jusque-là, depuis la déclaration du président de la République, et ça a encore titillé, essayé un peu d'agacer les fidèles de l'Église catholique, dans la mesure où, parce que ils font partie, et les fidèles de l'Église catholique, ce sont des Congolais, et ils sont en train de vivre la situation déséquilibrée en ce qui concerne la gestion de la République. Et le rôle, bien évidemment, des prélats catholiques, c'est de créer des mécanismes d'alerte, c'est-à-dire d'alerter les autorités compétentes. Voici, il y a un danger. C'est ça même le rôle que l'opposition a. L'opposition a une fonction tribunicielle. Et la fonction tribunicielle de l'opposition permet au pouvoir de voir les choses clairement, de voir les limites. Donc faire le contrepoids. Voilà, au lieu de chercher à aller dans le sens de titiller. Parce et l'Église semble jouer ses rôles selon l'Église catholique. Oui, l'Église catholique. Je suis en train de vous dire que nous sommes, par rapport au temps, nous sommes dans un contexte où il y a le processus électoral et le temps politique permet à ce que le président de la République puisse changer son discours, parce qu'il tient à se représidentialiser. Et de l'autre côté, vous avez aussi l'opposition qui cherche à changer le paradigme. Et pour changer le paradigme, il faut qu'il y ait l'organisation des élections. Alors, des bonnes élections par la voie démocratique pour
accéder au pouvoir et changer le paradigme. Alors le président de la République Tshisekedi, il est dans une posture où il cherche à conserver son pouvoir. Et pour conserver son pouvoir, il y a plusieurs mécanismes, mobiliser les gens et puis tenir des déclarations solennelles, mais seulement cette communication qu'il a eu à faire, on appelle ça la communication activée. Et lorsqu'on fait une communication activée, vous dans votre déclaration, vous citez à maintes reprises que vous êtes le garant de bon fonctionnement, et cela prouve que quelque part, vous reconnaissez vos failles, mais au lieu de tailler ces failles-là, mieux vaut entreprendre des actions concrètes pour gagner la confiance, bien sûr, de cette population congolaise. Et vous verrez aussi, la position de l'Église catholique aussi changera. Aussi longtemps, la population congolaise est en train de souffrir et l'Église catholique ne fera que accompagner, l'Église catholique, avoir les mêmes langages que la population l'Église congolaise. a eu cette même posture aux côtés de l'UDPS à l'époque de Joseph Kabila. Oui, et même de Mobutu. Oui, l'Église a toujours eu cette posture et c'est pour cette raison que je vous ai dit, si vous comprenez bien mon analyse, le président, les discours du président de la République, c'est de titiller, d'injecter la peur, n'est-ce pas, dans le chef des organisateurs de cette structure de l'Église catholique, pour qu'ils puissent, dans un premier temps, essayer un peu de réduire non seulement leurs actions, mais aussi les discours, comme nous sommes en train de les voir, sur la scène politique, avec certaines arrestations qui sont arbitraires, et puis il y a des dossiers qui sont un peu, des arrestations qui sont un peu politiques, et il faut maintenant aller aussi toucher le point qui permet à l'opposition de prendre un peu du souffle ou du béquille. Il faut essayer un peu de l'étrangler pour que les passages soient vraiment appropriés, dégagés en vue de trouver encore un second mandat. Et de l'autre côté, ce que l'opposition devra faire, c'est de réfléchir pour trouver des solutions appropriées, capables de leur permettre d'arriver au pouvoir aussi par la voie démocratique. Donc c'est vraiment une guerre ou encore un rififi qui est stratégique. Donc ce sont les plus rapides qui vont gagner dans cette bataille. Merci Laurent. Merci Laurent Tonina, je vous redonne la parole. Christian Témé, je rappelle que les discours, Félix Tshisekedi a tenu ses discours, c'était à l'issue d'une célébration eucharistique, donc une messe, et cela a été au stade Kachala Bonzola, un discours qui s'apparente à celui tenu dans une manifestation politique de l'Union sacrée, s'il faut le dire. Non, je ne pense pas. D'ailleurs, c'est déjà une habitude dans notre pays. Je dirais même. Est-ce que les cadres étaient choisis au sein de l'Église, quand il y a des événements pareils, les chefs de l'État est là, on l'accorde très souvent la parole. Nous l'avons vu ici à Kinshasa lors de la prise de possession canonique ou du messe du cardinalat de son éminence. Le cardinal Ambongo ici à Kinshasa, on a accordé la parole au chef de l'État, et puis hier c'était à l'occasion de 25 ans d'épiscopat de Monseigneur Kassanda, et ça c'est de Monseigneur Kassanda. Bernard Emmanuel Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi. Il y avait beaucoup d'évêques, le président de la Senco était de la partie. Il n'a pas, je l'ai dit déjà ici, le contenu du message du chef de l'État, il n'y avait rien de politique. Rien de politique, il n'y avait rien d'obscène, il n'y avait rien d'intimidation. Seulement la presse, vous aussi, vous avez titré des choses comme si les chefs avaient dit des mots graves. Il n'y avait pas de mots qui fâchent. Hein, il y avait plus de mots interpellateurs. Hein, le chef a voulu rappeler à l'Église sa place dans la société, rappeler à l'Église son rôle face aux chrétiens. Les chefs a voulu rappeler à l'Église qu'ils sont partenaires. Les chefs a voulu rappeler à l'Église que les climats de rancune, les climats, comment dirais-je, les climats malsains entre l'Église et l'État ne profiteraient à personne. Ne profiteraient à personne. Vous savez que l'Église aide l'État. Il y a des territoires où
l'État n'a même pas d'infrastructure. Mais l'Église est présente. Il y a des territoires où l'État n'a même pas d'école, mais l'Église a construit des écoles. Il y a des territoires où l'Église n'a même pas des hôpitaux, mais l'Église a construit quand même des centres de santé. L'Église participe beaucoup dans le développement, même dans l'évolution de notre pays, même dans l'évolution de la démocratie de notre pays. De l'autre côté aussi, l'État subventionne aussi l'Église dans beaucoup de choses. Alors les deux, ils ont intérêt de collaborer, comme a dit les chefs. Il a sollicité cette collaboration au lieu d'entrer dans des guéguerres politiques, parce que au-delà de tout, le chef de l'État est politique. Mais les évêques ne sont pas politiques. Vous voyez, les évêques sont des prophètes. Dans la fonction d'un prophète, vous trouverez que le prophète a un rôle d'annoncer, de dénoncer et de renoncer. Vous voyez, parce que quand on appelle monseigneur, quand on appelle évêque, cardinal, par son pouvoir cardinaliste et l'autre par son pouvoir épiscopal, ce sont des prophètes. Et dans leur mission prophétique, ils ont ce rôle-là d'annoncer, de dénoncer et de renoncer. Alors, il ne faut pas tout le temps croire que quand l'Église interpelle, quand l'Église prend parfois de position en public, quand il y a entrave de la démocratie, quand il n'y a pas liberté d'expression, quand on ne veut pas respecter la loi, ainsi de suite, et comprendre que non, c'est que l'Église est en porte-à-faux avec le pouvoir. Non. Mais ce que nous déplorons, c'est que le chef a déploré si l'Église s'affiche vraiment comme acteur politique, comme parti politique, là, ça ne sera pas bon. Ah bon, succinctement, vous allez répondre à cette question parce que la parole doit tourner. Il y a certains observateurs qui pensent que le discours de Félix Tshisekedi était directement adressé au cardinal Fridolin Ambongo et Monseigneur Cholet dans les discours qui ont été, les deux ont été toujours très virulents vis-à-vis du pouvoir en place. Je pense que le chef n'a pas cité les cardinals Ambongo ni Monseigneur Cholet. Je ne saurais pas confirmer que le chef a dit, le propos des chefs a été vraiment fixé à l'égard de son éminence, les cardinals de Monseigneur Ambongo, de Monseigneur Cholet. Je ne pense pas. Ça c'est la presse. Vous cherchez à fouiller là où on n'a rien dit. Vous cherchez toujours à maquiller. Et aussi certains qui penseraient qui cherchent à tirer de ficelles, qui cherchent à maquiller le propos des chefs de l'État, qui cherchent à orienter même le propos des chefs de l'État contre X, contre Y. Je pense que les chefs, comme je l'ai dit, a constaté quelque chose. Vous savez, un jour, le cardinal nous disait, nous étions au collège Saint-Raphaël lors d'une catéchèse, il dit, quand vous voyez quelque chose, même à mon égard, même dans l'église, quelque chose ne marche pas, il faut faire de bruit. Il faut parler. Il faut parler. Donc, je ne pense pas que le cardinal a mal accueilli le propos des chefs de l'État, moins alors Monseigneur Cholet, parce que à part les déclarations de Monseigneur Cholet, les déclarations du cardinal, et aussi le propos des chefs de l'État hier, et l'Église et l'État se rencontrent dans beaucoup de cadres. Dans beaucoup de cadres. Vous savez que même au Parlement, nous avons une caucus de députés catholiques. On parle d'un discours d'un dictateur. Oh non, mon frère, ça c'est trop grave, ça c'est exagéré un peu. Ce n'est pas les discours d'un dictateur, je n'ai pas entendu en tout cas, là où le chef de l'État s'est comporté en dictateur, non. Mais j'ai entendu de bonnes choses où il a sollicité, où il a rappelé quand même. Mais lorsqu'il dit qu'il n'a pas des leçons à recevoir de qui que ce soit. Il a bien dit, démocrate il est et il le restera. Tshisekedi a combattu à côté de son père près d'un quart d'heure, plus de 3/4 de sa vie. Et il est censé, il est obligé de faire promotion de la démocratie, d'être démocrate, pour honorer aussi la mémoire de son défunt père, que d'aucuns considèrent comme modèle, comme modèle en politique même. Alors, je n'ai pas trouvé, il a dit qu'il ne recevra pas de leçons de démocratie auprès d'autres personnes, que ce qu'il a reçu de son père, que ce qu'il a appris à l'IDPS, qui est son parti politique. Je ne trouve pas de propos vraiment en caractère
dictatorial dans ce que le chef avait dit hier, non. Merci, merci beaucoup. Je vous redonne la parole. Lexus Légal. Et sinon, j'aimerais savoir un peu comment est-ce que vous, au sein de l'opposition et des Licidés particulièrement, avez-vous suivi ces discours de Félix Tshisekedi? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est intéressant d'écouter mon cher Christian, il a une voix calme, donc il tente de passer les choses d'une certaine manière, comme si les choses sont totalement normales. Je me rappelle encore... ça devait être le 30 décembre 2017, ça peut être le 31, à la marge d'une marche, quand le cardinal Mosengo nous sort la grande formule. Il était temps que le mensonge, la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, je crois que c'est ça qu'il avait dit, et que le médiocre dégage. C'était devenu la chanson fétiche de l'UDPS, le médiocre dégage. Aujourd'hui, c'est très intéressant. Je le dis à qui veut l'attendre. C'est hyper intéressant de voir comment l'UDPS se comporte. Mais j'appelle ça d'abord, avant tout, de l'ingratitude. Notre cher Christian nous a rappelé un certain nombre de missions de l'Église. Il a parlé de missions prophétiques. Il nous a sorti 2 mots que j'ai notés ici. Parce que, comme je n'ai pas de stylo, je note avec mon téléphone. Annoncer et dénoncer. En fait, ce qui intéresse M. Christian, c'est que l'Église annonce. Il y en avait 3, hein. Moi j'ai noté 2. Hein, et renoncer. Et renoncer. La mission prophétique. Ok, merci beaucoup. Il voudrait dans ces cas que l'Église annonce et surtout qu'il renonce. Mais pas dénoncer. Parce que dès le moment où il dénonce, il prend parti. Et en plus, il prend parti pour un parti politique ou une personnalité de l'opposition. Je ne sais pas exactement de qui il est en train de parler. Mais je constate que M. Félix rappelle dans une messe, c'est-à-dire qu'il faut considérer ces stades-là comme une église, donc, parce qu'elle est constituée dans une messe, c'est là qu'il prend la parole. Parce que quand M. Christian dit, il n'y avait rien de politique dans ce qu'il était en train de dire, et que, mais non, mais écoutez, soyons un tout petit peu sérieux. Il a choisi les cadres. Il pouvait le dire lui-même, ou il voulait le dire s'il ne voulait pas s'ingérer. Il a choisi les cadres, mais peut-être que vous dites, vous oubliez qu'à la base déjà... cette église que vous dites catholique, à la base, c'est une église hyper politisée. Au départ, ils ont géré la cité pendant très 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 longtemps. Il n'y a pas longtemps, ici au mois de février, je crois que c'était au mois de février 2023, on posait une question, hein, je m'éparpille un tout petit peu, je vous reviens, on posait la question au pape, cette histoire-là de faire la politique. Il a parlé de ceci, j'ai noté tout à l'heure, l'évangile pour convertir une mentalité. Il disait ceci, la politique est l'un des thèmes centraux, dans ces étés, il disait, oui, je fais de la politique, répond le pape. Parce que tout le monde doit faire de la politique. En plus, on lui pose la question, et qu'est-ce que c'est que la politique? Il dit une mode de vie pour la police, donc la cité, pour la cité. Il dit, bien sûr qu'il rajoute des choses derrière, mais ce qui est important ici, à notre avis, quand M. Félix dit qu'il s'attaquerait sans hésitation, sans remords à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Qu'est-ce qui met réellement en danger la sécurité et la stabilité de notre pays? Ça, il faut déjà le savoir. Si on parle un tout petit peu de thème ici, on a d'abord le tribalisme à outrance. Ça met en danger. On a l'économie dans l'état où il est. Ça met en danger parce que du coup, chacun va essayer de manger. Mais quand l'État est en train de tout prendre, ça c'est déjà un autre problème. Le train de vie des institutions met en danger la sécurité et même la stabilité de notre pays. Ça, il ne revient pas sur ça, que même son institution qui est hyper budgétivore, et bien sûr, le groupe armé, tout ce qui va avec. Du coup, lui-même qui s'est dit garant du bon fonctionnement des institutions, on peut réellement se poser la question. Aujourd'hui, je sais qu'on va peut-être parler des élections et tout ce qui est en train de venir. Vous êtes en plein mandat et les députés, comme par bâton magique, changent et adhèrent dans une association, dans un fait privé, et du coup, tout le Parlement, tout le gouvernement redevient, ils font un bloc ensemble et ils se disent, ok, à partir de maintenant, nous allons battre et campagne, devient une équipe de campagne pour monsieur Félix. Mais tout ça, quand vous dites que vous êtes garant de bonnes institutions, de bon fonctionnement des institutions, on peut réellement se poser des questions sur ce que vous êtes en train réellement de chercher dans ces pays. Donc nous disons une chose, nous ne pensons pas... nous ne pouvons pas, je crois que ce sont les signes de la fin, comme nous étions en train de le dire. Nous ne pensons pas que le temps qu'il a pris, nous devons reconnaître que M. Tshilombo a un problème avec l'Église catholique. Et ça, on peut quand même chercher malgré le faux fuyant. L'Église catholique est celle
qui nous dit ceci une semaine avant les élections de 2018. Devant M. Martin Fayoulou, Mme Bazaïba, M. Mouzito et Pierre Lumbi de heureuse mémoire. Il dit, l'Église catholique nous dit ceci, que, écoutez, là nous disons, on ne va pas avec la machine à voter. L'Église nous dit, nous avons 40 000, l'Église catholique, nous avons 40 000 observateurs. Les CC a 20 000 observateurs. Simocel, 20 000 observateurs. Nous avons 80 000 observateurs. Nous saurons ce qui se passe. Il y a même beaucoup, nous aurons même les résultats. Vous devez aller dans ces élections. L'Église catholique arrive à nous convaincre avec cela. L'Église catholique est celle qui a dit, on pose la question, Monseigneur, enfin à l'époque peut-être pas encore cardinal, en Bongo, on lui pose la question, et cette question a été aussi posée à notre regretté cardinal Mosengo en Belgique, et ils répondent tous les deux que c'est M. Martin Fayoulou qui a gagné les élections. À partir de là... Non mais il y a eu un verdict des urnes. Je vous parle de l'Église. Ouais. Je ne dis pas ce que l'Église n'a pas dit. L'Église n'a parlé que de ses observations et de ce que le Congolais savent. À partir de là, on sait qu'il y a un problème qui existe. Et là, on est en pleine période où bientôt les élections sont là. Le processus, malgré vicié, mal engagé, tout ce que l'on sait. L'Église est un problème pour M. Tshilombo. Parce que cette église a dit une vérité que personne n'est arrivé à changer malgré ce que vous venez de dire. Donc à partir de là, le monsieur qui est analyste pourra peut-être nous dire un tout petit peu plus, mais nous savons qu'il y a un problème sérieux. Et donc cette méfiance qui existe, nous disons qu'il a été très politique, il a choisi ce qu'il aime faire, parler, dire, menacer les Congolais. Il a choisi ses tons, parce que, enfin, comme on dit, la forme montre le fond en fait. Il a choisi le ton qu'il a choisi, il a choisi de menacer des Congolais, des paisibles Congolais qui n'ont pas d'armes, qui n'ont pas pris des armes. Nous lui disons encore une fois, il est important qu'il s'occupe réellement des missions qui lui sont dévolues par la Constitution et de manière claire. S'il est en campagne électorale, ça on le sait qu'il est en campagne électorale depuis longtemps, il n'a pas à nous titiller ou à dire ceci. Là, il s'adresse clairement et à l'Église et aux Congolais lambda. Il démontre qu'en fait, lui, il est devenu la Constitution, lui, il est devenu, en tant que magistrat suprême, c'est lui, il s'est substitué aux cours et tribunaux. Donc, qu'il se ressaisisse, surtout M. Tshilombo doit pouvoir se ressaisir. Mener ce combat ou mener cette bataille contre l'Église catholique, parce que l'Église est en train de parler de la souffrance des Congolais, comme dernièrement Andolo à l'Église, et que l'Église prend fait et cause en disant que nous n'éterrons point. Le président dit qu'il s'attaquera, c'est lui qui causerait l'insécurité et l'instabilité. Parlons de l'instabilité. Pourquoi il a dit à l'Église? Parlons de l'instabilité. Est-ce que nous considérons-nous que l'Église est à la base de l'insécurité et l'instabilité? Alors l'instabilité, c'est aussi lorsque l'Église s'érige en pyromane en cette période électorale. Pyromane, cela veut dire quoi? Lorsque l'Église accompagne l'opposition. Accompagne l'opposition. Nous ne comprenons pas quand vous dites cela. Parce que quand il faisait 50-50 avec l'UDPS, reconnu par M. Kabound, en disant l'Église ramène 50, nous ramenons 50% en termes de combattants et nous faisons des actions, là, il n'était pas pyromane. On est d'accord? Et même quand, je l'ai répété tout à l'heure, quand le cardinal Mosengo parle de médiocres qui doivent dégager, là, il n'y avait pas de pyromanie à l'intérieur. Qu'est-ce qui va arriver? Bon, dans ce qu'il est en train de dire, il va faire quoi? Il va faire perquisitionner les églises? Parce qu'aujourd'hui, c'est on va dire, c'est... Des évêques catholiques qui sont des Congolais aussi. Ce sont des Congolais jouissant aussi de leurs droits et libertés d'expression. D'accord? Et là, moi, je reviens vers vous, quand vous dites le mot pyromane, je vous ai montré aujourd'hui qu'il ne s'agit pas, quand on rappelle les règles du jeu, on ne peut pas se sentir visé. Soit M. Tshilombo se substitue à la CENI, c'est quelque chose que l'on sait depuis très longtemps, qu'il contrôle totalement la CENI, donc c'est normal qu'il puisse parler. Merci. Parce que nous ne comprenons pas, si on rappelle à la CENI un certain nombre de choses, si on pose des questions à la CENI, on devient pyromane. La CENI est une institution d'appui à la démocratie. Si on pose des questions et que l'on dit que le processus est mal engagé, c'est dans ce sens-là que vous dites que l'on devient pyromane et que l'on peut se permettre de pouvoir menacer tous les Congolais et se substituer carrément aux cours des tribunaux? Merci Lexus. Nous ne pensons pas. Merci Lexus Légal. Laurent Tounina, peut-on dire que Félix Tshisekedi a poussé les bouchons un peu plus loin lorsqu'il adopte une attitude un peu plus agressive vis-à-vis de l'Église catholique?
Bon, moi je l'ai dit. Il n'est pas passé par les deux de la cuillère. Hein. Vous avez suivi les tons avec lesquels il a parlé. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, sans mâcher les mots, il a donné son point de vue sur la posture de l'Église catholique sur le plan politique. Ouais. Ok, moi je l'ai dit tantôt ici. Vous savez, lorsqu'on est un homme d'État et puis président de la République, il faut avoir ce qu'on appelle l'élégance discursive. Bien sûr que les déclarations, les discours font partie des technologies politiques que les acteurs, les acteurs politiques utilisent pour faire passer non seulement le message, mais aussi leur intention. Parce que dans un discours, vous avez ce qu'on appelle les pathos et les ethos. Donc, c'est-à-dire, dans un discours, lorsque vous élaborez votre discours, il faut tenir compte de l'environnement, mais non seulement de l'environnement, il faut aussi tenir compte de l'attente de ce que votre auditoire attend de vous. Mais le président de la République, moi, je pense que il y a une erreur stratégique. Et il n'a pas su édulcorer le mot. Il n'a pas su il n'y a pas eu d'euphémisme voilà, il n'a pas dans les mots utilisés. Il n'a pas su jouer avec les jeux des mots. Oui. Et ici, vraiment, le président de la République avait vraiment un conseiller stratégique. On allait en amont jeter un coup d'œil sur la déclaration du président de la République parce que si vous lisez, si vous analysez très bien le discours du président de la République, ça vous produit les deux faces de Janus. La première face, c'est là où il demande à l'Assemblée de la population congolaise de participer à la sécurité nationale, de ne pas trahir son pays. Ça, c'est une très bonne chose. Mais la deuxième face de Janus, ça, c'est la face cachée du président de la République où il dit qu'il ne va pas tenir compte de la leçon de qui que ce soit. De qui que ce soit. Et puis, si, par exemple, il y a eu des dérapages, il va sanctionner et tout. Maintenant, là aussi, on doit se poser la question, quel type de dérapage? Parce que nous sommes... Quel dérapage s'il faut user de son pouvoir discrétionnaire? Voilà. Maintenant, les dérapages en question, ce n'est pas encore... ce n'est pas clairement défini. Alors, du coup, ça fait déjà peur à la population congolaise, même si aujourd'hui, on essaie un peu d'appeler la population pour essayer de répondre à l'appel de l'opposition ou encore de l'Église catholique. Vous verrez que la population aura une attitude craintive et de s'y engager. C'est un peu ça l'idée qui est derrière les discours du président de la République, parce que il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans un processus électoral où chaque parti politique ou regroupement politique est en train d'affûter ses stratégies, ses armes pour remporter ces élections. Et je pense que la deuxième dimension du discours, bien sûr, du président de la République est dans cette approche-là. Mais sinon, l'Église catholique, par contre aussi de l'autre côté, je pense que ça va encore stimuler l'Église catholique de continuer avec ces mécanismes-là d'alerte. Moi, je pense que le président de la République ne doit pas traiter l'Église catholique comme étant un adversaire politique, mais par contre comme étant une unité de mesure capable de lui permettre de mesurer sa gestion, l'efficacité de sa gestion du pouvoir. S'il est sur les rails ou s'il est en train de dérailler, parce que jusqu'aujourd'hui, il faut quand même se le dire, l'entourage du président de la République n'aide pas les présidents. Ils sont plus dans des choses qui ne permettent pas au pays de retrouver son intégrité territoriale, mais aussi de permettre à la République de se décoller sur le plan social, développement, voire même infrastructure. Ça, il faut quand même le reconnaître. Rapidement, avant de passer à la deuxième thématique, je pose cette question. Est-ce qu'on peut dire, comme le pensent d'autres personnes, que Félix Tshisekedi, à travers ses discours, il a clairement montré à la face du monde qu'il serait en train d'asseoir son autorité suprématiste. Est-ce que vous confirmez cela, Laurent Antonina? Je viens de le dire tantôt, dans le président de la République, si vous arrivez à bien analyser son discours, vous allez remarquer que il a essayé de montrer à la face du monde un deuxième Tshisekedi. C'est un démocrate, c'est quelqu'un qui veut à la paix, mais si il sent que ses intérêts sont menacés, il peut utiliser d'autres moyens. C'est ce qu'il faut comprendre aussi dans ces discours-là. Mais il faut plus garder la robe de la démocratie, parce que nous sommes aujourd'hui, la mentalité mondiale voudra à ce que les États soient des États démocratiques. Et si c'était
une deuxième robe que le président de la République avait déjà portée. Et lors de son discours, je profite de votre micro pour que le président de la République puisse rester avec sa robe de la démocratie. Ça va permettre au pays d'aller de l'avant. Et moi, je ne comprends pas pourquoi la plupart des dirigeants africains, lorsqu'on arrive à les alerter, lorsqu'on dit par exemple, les routes ne sont pas érigées et les systèmes éducatifs n'est pas au point, et il n'y a pas des hôpitaux, il y a dans certains secteurs, il y a une démarche. Il ne faut pas considérer ces gens-là non seulement comme des ennemis, comme des adversaires, mais par contre, il faut mettre en pratique les différentes revendications de la population, parce que ça vous permettra de réussir les mandats et d'avancer dans le sens du progrès. Merci beaucoup, Laurent Tonina. Nous passons rapidement à la deuxième thématique parce que nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Mais avant de prendre la pause, on va dire un mot sur ce sujet. Le train des élections est déjà en marche. La CENI avait lancé depuis hier la convocation du corps électoral pour la députation nationale. Et aujourd'hui, le bureau de réception et de traitement des candidatures ont été ouverts. Alors hier, dans ce même, il y a eu également, le meeting de l'opposition à la place Sainte-Thérèse. Et dans les discours dans ces meetings, le discours de Martin Fayulu, lui qui était le principal, lui qui l'a animé, un discours axé sur le processus électoral qu'il a remis en cause, qu'il continue de remettre en cause d'ailleurs. Lexus Légal, je vous donne en premier cette thématique, la parole pour cette thématique. Et vous aviez pris rendez-vous hier à la place Sainte-Thérèse. Pourtant, ce meeting était vivement annoncé par les 4 leaders qui finalement ne se sont tous pas pointés au lieu du rendez-vous. Est-ce que c'était là une douche froide pour Martin Fayulu? Ok, merci beaucoup. Si on était dans le ping-pong, peut-être qu'on aurait pu réagir et terminer très bien le premier sujet. Vous pouvez rencontrer rapidement vos co-débatteurs. Juste dire que, en ce qui concerne M. Tshisekedi, M. Tshilombo, c'est pas la première fois qu'il part dans une espèce de dérive verbale. Vous savez, dès qu'il est avec son auditoire, il faut dire ça comme ça, on a eu droit à des combats tabac, Nyangalakata. Dernièrement, vous avez vu, à l'issue de notre marche du 20 mai, félicitant le colonel Numbi, lui disant les voyous ont été maîtrisés. C'est-à-dire que nous sommes les voyous qui ont été maîtrisés. Donc c'est sa manière de voir les choses. C'est aussi la manière des hommes politiques. Martin Fayulu, lui également, il a appelé les gens des bololés, on a suivi. Merci beaucoup. Les jours où vous allez vous faire frapper comme ça par des gens et que malheureusement vous ne pouvez pas, pour des raisons X et Y, rétorquer, parce qu'ils sont dépositaires de l'autorité, de l'État, par rapport à leur tenue, le jour où vous allez voir une maman en train de vendre, mais qu'on vient et qu'on tire du gaz lacrymogène juste devant elle uniquement pour pouvoir lui prendre ce qu'il a, ou vous sortir vos téléphones dans vos poches, le mot boulolé sera extrêmement il faut répondre par diatribe aussi. Merci beaucoup. Comment vous faites ça? Vous vous battez? Si lui s'était mis à se battre avec la police, vous allez dire quoi? C'est-à-dire qu'on vous tape, on vous violente disproportionnellement sur base de rien, et vous dites, ah tiens, il a dit bololé. Ceux qui sont blessés, le blessé qu'on a encore à l'hôpital jusqu'aujourd'hui, quelqu'un s'en occupe? Quelqu'un en parle? Vous savez combien ça coûte de pouvoir faire cela? Donc merci beaucoup. Vous êtes dans une salle climatisée, bien habillée, tranquille, en train de manger, et même juste après avoir mangé, les gens vous applaudissent et vous traitez des Congolais des combats tabac, des ceci, de cela. Vous êtes tranquillement entouré des gens, personne ne vous violente, et vous traitez les autres de voyous qui sont maîtrisés parce qu'ils ont fait une marche. Bravo quand même, hein. C'est très intéressant de voir cette comparaison. Donc c'était pour vous dire que... On a passé le temps pour cette deuxième thématique, parlons élection maintenant. Malheureusement, c'est une habitude et en fait, l'homme se dévoile très 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 bien. Alors, en ce qui concerne, vous venez de parler de notre thématique et vous avez dit douche froide. Je ne comprends pas exactement d'où vous sortez cela. Douche froide, pourquoi? Une déconvenue, une sorte d'échec. D'échec? Ouais. En fait, c'était un meeting. L'idée était que le peuple se déplace et qu'il vienne à la place Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse, pour pouvoir entendre le message que nous avions donné. Le peuple était là. Je crois que ça, personne ne peut remettre ça en cause. Il y avait un podium et puis il y avait les orateurs. Alors, je ne comprends pas. Quelle douche froide. Ce que vous voulez dire, c'est quoi? C'est que M. Katumbi n'était pas là ou
Mais M. Bolenguetenge, c'est le Ils ont secrétaire été général. représentés, mais entendu, mais pourquoi ils ne se sont pas présentés à ces rendez-vous? Je ne comprends pas. Monsieur Kamitatou répond très très vite le jour où nous avons fait, où nous avons donné notre position et tout le monde dit Katumbi a dit qu'il allait aligner les candidats. Quand c'est Monsieur Kamitatou qui dit, tout le monde dit que c'est Katumbi qui dit. Quand il est d'autres, enfin peut-être la même personne, une autre personne vient représenter en plus les secrétaires généraux du parti, on dit non mais ils n'étaient pas là. Il faut savoir ce qu'on veut un tout petit peu. Je crois que le 4 était là et puis les 4 étaient porteurs de... Pardon, le 3 qui était représenté était porteur de messages de leur responsable. En même temps, ce sont des secrétaires généraux du parti, donc il ne faut pas personnaliser les choses. Nous, on est à Kinshasa. Excusez-moi. Leur message... Nous, on est à Kinshasa. Oui. Après, je ne peux pas vous dire que... Je ne sais pas vous dire si M. Katumbi est à Kinshasa, ou M. Matat est à Kinshasa, ou M. Sisang est à Kinshasa. Je ne sais pas vous le dire, ok? Nous... Vous savez, en ce qui nous concerne, nous, Essidé, la Mouka, nous tenons nos engagements. Nous ne faisons pas que des promesses. Nous tenons nos engagements. Nous avons dit que nous allons venir. Nous sommes venus. Nous parlons du discours des 4 leaders signataires de la déclaration de Lubumbashi. Très bien. Et alors? Oui, je ne vous vois pas venir là, c'est-à-dire... Hier, vous n'avez pas tenu le même discours. Il y a LGD, il y a Ensemble qui a dit qu'ils vont aller... Ils vont aller aux élections, ils seront partie prenante à ces processus électoraux, si bien qu'ils remettent en question la crédibilité du dit processus. Mais vous êtes écarté de ces processus. Merci beaucoup. Déjà de 1, nous ne sommes pas écartés de ce processus. Je vous dis exactement ce que... Vous êtes écarté, mais vous n'avez pas boycotté, a dit Martin Fayulu. Merci beaucoup. Je vous dis exactement ce que nous avons dit ces jours-là. Je préfère le lire, ça prend 10 secondes. Nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections tant que, voilà ce que nous avons dit, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent en la matière. Nous n'avons jamais dit. Si nous n'étions pas dans ces processus-là, nous n'aurons pas fait campagne, par exemple, pour que les gens puissent avoir leur carte. Nous l'avons fait, nous sommes restés responsables, nous avons dénoncé dès le départ, nous avons posé des questions à la CENI dès le départ par rapport à ces processus qui s'annonçaient et qui est chaotique et nous le savions. Alors, maintenant, vous avez parlé tout à l'heure concernant, vous avez dit qu'on n'a pas tenu le même discours. Mais on est libre. Enfin, on n'est pas dans une coalition écrite et on suit la ligne. Regardez notre discours. Il n'y a pas d'ambiguïté. Excusez-moi. Nous sommes cohérents, nets, et nous restons dans le schéma que l'on s'est dit avec nos amis. Clair. On n'a aucun problème. Regardez notre dernier discours. Il date de 29 mai. Je peux vous le retrouver si vous voulez. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ouais. Et là-dedans, nous disons clairement ce qui paraît être notre ligne. D'accord? Surtout en ce qui concerne la loi sur la répartition des sièges, qui a son sous-bassement est le fichier électoral. Et dans ces cas, nous dénonçons le fichier électoral. Mais c'est logique que nous disions, le 26, le 25, il a appelé le corps électoral. Quelques jours avant, nous disons, nous, attention, ce que nous avons fait comme revendication, ce que nous avons fait montre dans notre déclaration du 29. Si je ne parle que de 4 candidats déclarés, la déclaration du 29 qui est ici dit clairement et pose le problème de la fiabilité de ces fichiers. Et en plus, on dit que nous ne sommes pas d'accord avec la loi qui est en train d'être examinée, parce qu'à l'époque, ça s'examinait encore. Alors, naturellement, nous avons tiré les conséquences de ce que nous avons dit, d'accord, en disant que nous ne déposons pas tant que ces fichiers électoraux qui servent de base, ces fichiers électoraux qui est fabriqué de toutes pièces, qui sert de base à cette loi de répartition, la loi sur la répartition des sièges, nous n'allons pas déposer si on n'a pas refait, parce qu'il n'y a pas eu d'audit sérieux dans cette histoire-là, nous ne le faisons pas. Nous sommes cohérents. Et voilà maintenant l'occasion vous est donnée, la CENI vous a tendu la main. Je crois Martin Fayulu pourra bien saisir cette opportunité pour explorer tout le problème. Il s'est exprimé clairement par rapport à ces sujets-là, de tendre la main. Bon, ça... moi je suis... vous allez quand même saisir cette main tendue de la CENI. Écoutez, depuis le début, en un mot, vous savez que cette CENI disait qu'elle avait un cadre de concertation. Le 16 ou le 15 passé, elle a appelé la société civile. Voilà, il a dit, il a même déjà sorti les mots inclusivité. Ce qu'il est en train de dire n'est pas nouveau. Peut-être que ce qu'il est en train de dire maintenant, c'est dire, sur tous les partis de l'opposition. Donc, maintenant, la CENI reconnaît que l'opposition n'existe pas dans ce qu'il est en train de faire. Parce qu'avant, on nous opposait tout
tout le monde est représenté. Quand nous disions que cette CENI, nous n'étions pas des hommes, ah non, tout le monde est représenté. Aujourd'hui, peut-être qu'ils reconnaissent là, ce qui est une bonne chose, il va dans la bonne direction, mais ça va servir à parler. Martin Fayulu va rencontrer Kadima. Écoutez, la question ne se pose pas en disant Martin, il l'a dit lui-même, parce que nous appelons à ça, c'est nous qui parlions de consensus depuis le début, que pour que ce processus puisse marcher, nous devons trouver un consensus. Et nous avons même sorti ce qu'on appelle le partie prenante. Nous avons parlé de FCC, nous avons parlé de l'Union Sacrée, nous, la Mouka, et la société civile pour que les choses puissent marcher. Merci beaucoup. Témétémé Christian, comment commentez-vous d'abord le lancement du corps électoral, mais également le discours de l'opposition d'hier? C'est avec beaucoup de satisfaction. Ce sont des signes qui nous confirment qu'en décembre, il y aura élection. Aux parties prenantes de se préparer. Je l'ai dit toujours, l'organisation des élections, c'est un droit constitutionnel même. Mais la participation est libre. C'est lui qui estime qu'il s'est préparé, qu'il a vraiment les atouts pour compétir. Bon, il n'a qu'à s'engager pour aller aux élections. C'est au peuple de décider. Ce n'est pas à Kadima de décider à la fin. C'est au peuple de décider. Si le peuple vote pour vous, tant mieux, nous applaudissons. Si le peuple ne vote pas pour vous, sportivement, pour ne pas brûler le pays, vous acceptez. Alors celui qui réclame les bonnes élections pour y participer. Il y a un problème de l'éducation électorale dans notre classe politique. Il y a des choses qu'on demande à Félix, que Félix n'a pas de réponse. Félix n'organise pas les élections. C'est Félix n'organise pas les élections. Lui-même est candidat. On demande à la CENI. Lui-même attend son sort. C'est à la CENI qu'on demande de... Lui-même attend son sort aussi. Rien n'est lui garanti qu'il sera élu. Il va compétir. Si le peuple lui fait confiance, il sera élu. Si le peuple ne lui fait pas confiance, il ne sera pas élu. Il y a certaines choses qu'on demande à la CENI qui n'est pas aussi de la compétence de la CENI. Quand vous demandez la recomposition du bureau de la CENI, par quelle magie nous allons dissoudre ces bureaux-là? Quand vous demandez la recomposition de la Cour constitutionnelle, par quelle magie juridique? Même les chefs de l'État, personne n'a le pouvoir aujourd'hui de dissoudre le bureau, la composition de la Cour constitutionnelle. Et la CENI n'organise pas les élections par rapport aux caprices des parties prenantes. Si la CENI doit accéder, vous avez entendu, vous avez appris comme moi, le ministère de l'Intérieur a transmis à la CENI une liste de 910 partis politiques. Tous les 910 partis politiques ont tous le même droit. Si la CENI doit faire avec le caprice des 910 partis politiques, nous aurons quelle sorte d'élection? Merci. Et nous, pardon, s'il vous plaît, je conclue par là. Je chute. Et il faut savoir ce qu'on demande à la CENI. Ce n'est pas à l'opposition de fixer les règles de jeu. La loi, c'est la loi qui fixe les règles de jeu. On revendique parfois des choses sans pour autant consulter la loi. Et ce n'est pas Kadima qui doit garantir la transparence. La transparence est déjà garantie dans la loi. La meilleure transparence, c'est dans la surveillance électorale. Merci, il faut avoir le témoin. Il faut expliquer à vos témoins le déroulement des opérations de vote. Nos témoins doivent assister au dépouillement. Je vous redonne la parole. Nos témoins doivent signer le PV de résultat et la CENI doit afficher des résultats bureau de vote par bureau de vote. Laurent Tounina, lorsque Denis Kadima évoque, vous l'avez suivi dans son discours d'hier, il a évoqué les contraintes budgétaires et sécuritaires auxquelles fait face la CENI. Est-ce que cela laisse entrevoir qu'il y a un probable, entre guillemets, il faut dire, glissement? Il y a risque de verser dans le glissement. Et en tout cas, s'il faut bien observer le paysage politique congolais en ce qui concerne l'organisation des élections dans les temps actuels, et je ne vois pas la CENI aller vers les glissements,
Parce qu'aujourd'hui, s'il y a eu glissement, ça va demander à ce que les parties prenantes au processus électoral puissent se retrouver autour d'une table. Et puis là, ça risque de nous plonger vers une transition. Alors, je ne vois pas les régimes en place accepter cette voie-là. Et déjà, si vous regardez très bien Kadima, le président de la CENI, il est en train de travailler dans l'optique de se crédibiliser. Et vous allez comprendre cela lorsqu'il appelle les parties prenantes pour qu'ils puissent prendre pour dissiper les divergences et comprendre certaines réalités et offrir aussi leur point de vue. Et c'est dans ces mêmes autres idées qu'il a eu aussi, que M. Kadima a tendu la main à M. Martin Fayoulou. À l'opposition, il a parlé à l'opposition. Mais je vois plus le président Martin Fayoulou parce que c'est lui qui est le leader stratégique de cette. Il y a aussi le FCC qui conteste. Qui voit les choses de loin. Mais vous allez comprendre que M. Kadima, il est dans cette optique-là de la crédibilité. Mais il faut comprendre aussi que l'opposition ne doit pas trop dormir. Il faut qu'il puisse se réveiller avec des stratégies. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Donc, c'est-à-dire l'opposition doit très rapidement ne pas rejeter la main tendue. Il faut que l'opposition approche M. Kadima et comprendre la réalité de plus près, proposer des pistes de solutions pour que nous puissions avoir des élections crédibles, inclusives et puis transparentes. Merci beaucoup Laurent Anthony. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. J'avais reçu Lexus Légal qui est cadre de la Mouka de Martin Fayoulou, Laurent Antonina qui est un analyste politique et puis Christian Témé, il est communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. C'était un plaisir pour nous de le recevoir dans notre studio FM et merci de votre fidélité à RTGA FM. Yannick Mahamba était à la réalisation et à la mise en œuvre de cette émission. Christian Moses Masson qui vous parle, vous la présentez. Vous pouvez bien suivre cette émission sur YouTube, Sans Répit et Télévision et tout à l'heure à 22h30 en rediffusion sur la 88.1 FM, fréquence radio de RTGA FM. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de En Débrief. À très vite.